Mesdames et messieurs, merci déjà de nous accueillir, d'accueillir le directeur de TV Liberté. Comme dirait M. l'abbé Beauvais, je ne peux pas faire de propagande. Néanmoins, je vous invite à regarder tvliberté.com où Anna Escada a été invitée de nombreuses fois, et j'invite vos abbés, que je salue, à pousser la porte de nos locaux pour venir aussi porter la porte-parole qui sont à TV Liberté, aussi chez eux. Messieurs les maires, je vais vous présenter rapidement. Monsieur Berthollet, vous êtes le maire de Rouvray, Charles Berthollet. Rouvray, c'est dans l'Yonne. C'est un petit village de 357 habitants, si je ne me trompe pas. Si je me trompe, vous me reprendrez. Aujourd'hui, nous avons 400 habitants. Dernière réforme, et nous faisons partie de la communauté de communes du pays chablisien. Donc la plus grande ville proche, c'est Chablis, et après Auxerre, le chef-lieu du département. À côté de vous, votre collègue Hervé Luc-Béreil, bonjour. Vous êtes, vous, maire de Oloron-Sainte-Marie, ce sont dans les Pyrénées-Atlantiques. C'est tout à fait. Donc Oloron-Sainte-Marie, c'est une sous-préfecture des Pyrénées-Atlantiques. Pyrénées-Atlantiques, donc c'est Pau préfecture et deux sous-préfectures, Bayonne et Oloron-Sainte-Marie. Donc je suis maire de Oloron-Sainte-Marie qui a 12 000 habitants et qui est le chef-lieu d'une communauté de communes d'environ 30 000 habitants. Avec une particularité, c'est que c'est un territoire dont je suis le conseiller général depuis 25 ans maintenant, et maire donc depuis 2001 avec un petit passage de vacances de 6 ans, parce que j'ai été battu et je viens d'être réélu. Une caractéristique, c'est que cette ville est peuplée à 40% de républicains espagnols, ce qui pose, vous vous en doutez bien, un certain nombre de difficultés d'explication et de discussion avec nos administrés de temps en temps. Donc une typologie particulière. C'est une ville classée art et histoire, c'est une ville qui a 20 siècles. C'est pas seulement la ville qui fabrique les Pyrénéens. Donc c'est une ville effectivement d'histoire, puisque la visite commence par les temps néolithiques. On a des tombes néolithiques à visiter, et se termine par la médiathèque que nous avons construite il y a une dizaine d'années, et qui a eu une équerre d'argent, donc une œuvre architecturale du XXIe siècle qui a été reconnue au niveau national. Mais c'est d'abord une ville très industrielle, puisque nous avons à la fois de l'aéronautique, avec une entreprise Messier Doty qui fabrique les trains d'atterrissage d'Airbus, qui a 1000 salariés, et les chocolats Lindt, donc les Pyrénéens dont on voit la publicité à la télévision, et qui emploient à peu près 1500 personnes. À vos côtés, c'est le maire de Montfermeil, en Seine-Saint-Denis, dans le 9-3. En Seine-Saint-Denis, c'est plus joli. Vous êtes séquano-denisien et vous dirigez la mairie de Montfermeil depuis plusieurs années. C'est une ville qui est de plus de 26 000 habitants. Cette fois-ci, je ne me trompe pas sur les chiffres, c'est bon. Vous pouvez peut-être présenter Montfermeil, son caractère assez... Très rapidement, c'est une ville qui se trouve à l'est de Paris, à 15 km de Roissy, de Marne-la-Vallée également, donc au cœur du triangle le plus riche d'Europe, et en même temps avec les problématiques sociales parmi les plus aigus. Nous sommes sur le point culminant également de la Seine-Saint-Denis et en communauté d'agglomération avec la ville de Clichy-sous-Bois, avec laquelle nous travaillons. Nous avons de sensibilités politiques différentes, mais nous travaillons depuis maintenant une vingtaine d'années à essayer de sortir notre territoire du marasme dans lequel il se trouve. Alors quand on entend ce beau chant qui est au mari, au mère, au chéri, garde au cœur des Français, la foi des anciens jours, on entend ce cri de la patrie catholique et français toujours. Est-ce que quand on est maire, on peut être à la fois catholique et patriote? Et un maire, est-ce que ça peut servir à être catholique et patriote? Est-ce que Hervé Luc-Béreil, par exemple, c'est un avis qui m'intéresse, parce que vous êtes le maire, alors vous êtes un maire catholique, engagé, mais enfin vous êtes un maire qui est aussi avec un maire adjoint qui est M. Lacrampe et qui est le leader de l'UMP. Oui. Bon, est-ce que quand on est maire, on doit être patriote? Ça me paraît être une évidence. Si on n'aime pas son pays, je crois qu'on ne se présente pas. Ça, c'est un premier point. Et la première des choses à faire, c'est être fier de ce qu'est notre pays, de ses origines jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire en considérant qu'il n'a pas commencé, par exemple, en 1789. Ça, c'est un premier point, et qu'on doit défendre partout. Le second point, est-ce qu'on peut être catholique? Et pourquoi on ne le sait pas? Pourquoi faudrait-il que l'on trouve normal de pratiquer la religion islamique, par exemple, ou d'autres religions? Et pourquoi nous devrions cacher ce que nous sommes? Moi, je suis de ceux qui pensent qu'on a toujours raison de dire la vérité. À partir du moment où on affirme ses convictions, où on le fait d'une manière intelligente, où on l'explique, et où on demande d'être respecté comme on respecte les autres,
à ce moment-là, on n'a plus aucun problème. Je suis environné de gens qui ne pensent absolument pas comme moi, mais à qui j'ai expliqué une fois pour toutes que je n'étais pas là pour qu'on ne me considère pas, mais que j'étais là pour pouvoir défendre mes idées et accepter qu'elles soient au moins écoutées. Entendu, c'est autre chose, mais au moins votées. Et je crois qu'on a toujours raison de dire la vérité. Et je crois qu'à partir du moment où on tient ce langage-là, on est élu. Vous savez, moi je sors d'une campagne électorale où on a dit pique-pendre sur moi, puisqu'effectivement j'ai toujours affirmé mes convictions, et notamment mon appartenance à la tradition. Donc évidemment ça a été brocardé, critiqué, vous imaginez un petit peu la campagne qu'on a pu avoir. Et pour autant, les citoyens ne m'en ont pas voulu puisqu'ils m'ont élu, parce qu'ils ont simplement admis que j'avais le droit quand même de défendre mes convictions, et que les convictions catholiques, franchement, sont moi aussi honorables que les autres. Monsieur Berthollet, vous êtes maire d'une petite ville, d'un village. Est-ce que être catholique, est-ce que c'est pas plutôt l'indifférence à laquelle vous faites face? Je crois qu'il est important que tout le monde sache que le maire est catholique. Et l'an dernier, j'avais annoncé ici une chose que je fais chaque fois. Avant chaque conseil municipal, je vais réciter mon chapelet à l'église. Et lorsque j'ai annoncé ceci l'an dernier, après, l'information s'est diffusée. Et puis mes habitants viennent me poser la question, est-ce que c'est vrai que vous allez réciter votre chapelet avant le conseil municipal? Et je demande toujours à la Sainte Vierge de présider le conseil municipal. Elle nous aide bien à défaire les nœuds. Et quand il n'y a plus de nœuds, les conseils se passent bien, plus facilement. Il y a une entente, il y a des décisions disons, qui sont prises dans la sagesse, avec du recul, et ça aide beaucoup les choses. Xavier Lemoine, Hervé Dubéret, je lui posais la question, est-ce que catholique face à une opposition dans sa ville? Je demandais à M. Berthollet, être catholique face à l'indifférence dans sa ville. Xavier Lemoine, être catholique face non pas à l'opposition ou à l'indifférence, mais à l'anachronisme dans sa ville. Parce que votre ville, elle est bien évidemment pas catholique. Pas majoritairement. Pas majoritairement, non. Elle est majoritairement musulmane aujourd'hui. Elle le devient. Donc, est-ce que là, qu'est-ce que vous vivez, vous, en tant que catholique? Comment vous le vivez et qu'est-ce que vous pouvez dire à des gens qui ne sont pas catholiques? Donc, c'est pas l'indifférence, c'est pas l'opposition, c'est... Je pense que ma position de catholique, ou ce que j'essaye d'être en qualité de catholique, m'aide énormément à atteindre l'intelligence et le cœur de personnes qui sont profondément religieux, quand bien même ils peuvent combattre, je dirais, la foi catholique et la religion chrétienne. Et que la cohérence qu'on essaye de voir dans notre vie privée, publique, et dans les choix et dans ce que l'on peut essayer de faire ou de ne pas faire, difficile en ce moment de ne pas faire que de faire, les rend aptes à un minimum de respect, et à partir de ce respect, on peut discuter. Alors que le gros problème, effectivement, de villes telles que les nôtres, c'est cette vision de la décadence occidentale, pour faire bref et rapide, est un argument extrêmement puissant pour que ces populations s'auto-organisent sur elles-mêmes en marge totalement de notre société, de la République et de tout ce qui pouvait la fonder ou devrait la fonder. Et donc on assiste en fait à une partition dans nos populations entre deux mondes qui s'auto-organisent, qui est déjà c'est le nôtre mais en décrépitude, et le leur qui construisent de plus en plus en dehors du reste. Et je dirais le fait d'avoir eu des paroles fortes et des actes également a pu garder ce respect, préserver ce respect et préserver cette capacité à l'échange. Voilà. Alors qu'autrement, c'est l'indifférence totale, mais c'est pire que l'indifférence, c'est la partition. Pour moi, plus grave en termes d'ordre de trouble à l'ordre public et d'ordre civil. Alors, il avait excusé un autre maire qui devait venir, qui est le maire de Fongombo, monsieur Tissier. À lui, je voulais poser la question, est-ce qu'on n'est pas trop catholique? Puisque lui, le reproche qui lui a été fait à Fongombo, c'est d'avoir des moines qui soient aussi au conseil municipal et qui soient bien évidemment trop liés à l'abbaye. Donc, si vous voulez, j'avais l'indifférence, j'avais le caractère étranger du catholique à Montfermeil, j'avais le côté opposé parce que beaucoup de républicains espagnols, et j'avais celui qui était trop catholique. Tant pis, il est excusé et on lui souhaite bien évidemment beaucoup de travail et beaucoup de plaisir dans cette mairie dont il est maire depuis, je crois, 37 ans, hein, un peu plus de 37 ans, donc il doit avoir du savoir-faire. Hervé Dubéret, vous êtes bien un politicien, si vous n'avez pas répondu à ma question exacte. C'est aujourd'hui que vous indiquiez que vous soyez catholique.
de tradition, et ça je vous en donne, puisque j'ai vu effectivement que ce reproche vous avait été fait tout au long de la campagne. Mais comme maire de Laurens-Alpes-Marie, comme conseiller général depuis 1988, qu'est-ce que l'on peut faire? À quoi ça sert d'être catholique? À part, sinon, une position personnelle, individuelle, qui est « je suis catholique ». Suivez-moi. Mais qu'est-ce que l'on peut faire concrètement? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Il y a des choses qui sont concrètement faisables. D'abord, il y a l'exemple qu'on donne. L'exemple de sa vie personnelle, de sa vie familiale, que tous les concitoyens connaissent, et qui est une façon déjà de faire passer, de véhiculer un certain nombre de valeurs. Et puis ensuite, il y a tout un tas de décisions. Des décisions au quotidien à la mairie, dans lesquelles, vous pouvez mettre en pratique les convictions qui sont les vôtres et les enseignements de notre Seigneur, en termes de générosité, de partage, etc. Les décisions de ressources humaines, les décisions du CCAS, du comité communal d'action sociale, etc. Autant de domaines dans lesquels on peut mettre en pratique au quotidien les convictions qui sont les nôtres. Et cela transparaît. Les employés le voient, les concitoyens le voient aussi, et c'est une façon de véhiculer ce à quoi on croit. Et puis il y a parfois des décisions beaucoup plus politiques. Par exemple, j'ai été confronté à une proposition d'un établissement catholique de la région qui souhaitait interdire le porc dans les cantines au motif qu'il y avait 2% d'enfants musulmans dans les écoles. Quand on vous demande ce que vous en pensez, que vous gérez la cuisine centrale, et que c'est vous donc qui allez fournir les repas, vous êtes confronté à une vraie décision, pour le coup qui est politique, et en même temps qui est religieuse. Et qui est de dire, attends, pourquoi on devrait interdire le porc aux petits catholiques de chez nous, alors que, par ailleurs, on nous dit qu'il ne faudrait pas donner du poisson le vendredi. Et donc peut-être faudrait-il faire en sorte que tout le monde mange normalement et qu'on fasse des repas appropriés pour les minorités. Voilà. Donc ça, c'est une question, par exemple, qui est très concrète et qui se pose quasiment au quotidien. Puis il y en a plein d'autres comme ça. On peut parler du mariage, on peut parler des baptêmes républicains. Par exemple, est-ce que vous allez marier, vous Moi, je vais être très franc, pour l'instant, la question ne m'a jamais été posée, mais l'abbé de Caqueret sait, parce que nous avons eu une très longue conversation là-dessus, que j'ai des interrogations, certaines, auxquelles je ne sais pas répondre. Je vais vous dire ce que je pense clairement. Si je suis l'opinion qui peut être celle d'un certain nombre d'entre nous, que je partage, j'ai tendance à dire que je ne le ferai pas. Donc j'ai deux solutions. La première, je délègue. Mais déléguer, ça veut dire accepter. La deuxième, je démissionne. Ça serait la seule solution qui soit logique. Est-ce que c'est ce que veut Civitas, que tous ces élus démissionnent au motif qu'il faut qu'ils aillent jusqu'au bout de certaines convictions? C'est un vrai débat. Je cite l'abbé de Caqueret, on en a parlé longuement, et à plusieurs reprises, c'est un vrai débat qu'il faudra trancher un jour. Parce que c'est un problème de conscience pour un certain nombre d'élus. Je parle de moi, mais j'en connais plein qui se posent le même type de questions. Donc on peut se poser ces questions. On peut se poser la question de la nourriture dans les cantines, on peut se poser tout un tas de choses, les baptêmes républicains par exemple, qui n'ont pas de réalité juridique, mais qui ont tendance à devenir un peu une tradition. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas, etc. Et je crois, en l'occurrence, je n'ai pas été confronté non plus pour l'instant. Vous avez 40% de républicains, mais ils ne font pas de baptême. Moi, je vais être très franc, ils ne font plus de baptême ni républicain, ni religieux, ni font tout. Ça se passe comme ça. Et en fait, ça pose une autre question, c'est le délitement de la notion de sacré, qu'elle soit religieuse ou civique, on va dire, dans notre société. On va poser la question à Charles Berthollet avant Xavier Lemoine, qui a bien évidemment les mêmes préoccupations que le maire de Laurens-Alpes-Marie, peut-être moins à Rouvray, mais pourtant vous aussi, dans ce village de 400 habitants, qu'est-ce que concrètement vous pouvez faire, à part dire votre chapelet, et c'est essentiel, avant le conseil municipal, mais pendant le conseil municipal? Donc, je pense, disons que déjà pour notre profession de foi, ma profession de foi que l'on a fait pour être élu cette fois, donc le document a été très clair, et l'objectif c'était la recherche du bien commun et du bien vivre ensemble. Donc nous avons diffusé cette profession de foi dans la commune et aussi par les médias, par le biais de l'Union républicaine. Donc tout le monde a eu connaissance de notre profession de foi et de l'endroit où vous l'allez, c'est-à-dire œuvrer pour le bien commun et la recherche du bien vivre ensemble. Donc le bien commun, je le décomposerai en deux parties assez simples, même si c'est peut-être pas parfaitement vrai. Il y a une partie matérielle
qui est assez facile à gérer, parce qu'on peut très bien gérer notre commune en bon père de famille et mettre tout le monde d'accord là-dessus. Et c'est encore bien plus facile dans une commune qui est pauvre, qui n'a pas beaucoup d'argent. Et pas beaucoup d'argent, c'est un gros avantage, parce qu'on ne va pas faire de gaspillage, et puis on va réfléchir bien plus longtemps, et on va se poser des tas de questions, et en fin de compte, ne pas avoir d'argent, c'est très bien. Et puis, il y a... Et puis il y a l'autre partie qui est toute la partie humaine qui est bien plus difficile, parce que le bien vivre ensemble est très difficile aujourd'hui, où une grande partie des habitants ont tendance à vouloir rester chez eux tranquilles et pas se mêler à la vie publique. Donc cette partie-là est loin d'être gagnée pour essayer de tisser des liens, de regrouper les gens et de les faire vivre en société et non pas trop isolés comme ils sont aujourd'hui. Donc ici, il y a un réel travail à faire, un travail qui doit démarrer à la base. Et la base, je le rappelle chaque fois que je peux, c'est aussi notre histoire, nos racines. Et si on retourne à notre histoire, à nos racines, on comprend un petit peu où on est aujourd'hui et on se pose des bonnes questions, on va essayer à se instruire. Et notre histoire, comme disait mon collègue, ne commence pas en 1789. Donc si on prend vraiment l'histoire telle qu'elle est, on va retrouver cette vérité, et la vérité est claire, la vérité c'est le bon sens, et la vérité elle vient de Dieu. Xavier Lemoine, dans une situation plus compliquée, à l'ombre de cette belle église de Montfermeil, comment on peut afficher son catholicisme, sa catholicité à Montfermeil, en Seine-Saint-Denis? Écoutez, à Montfermeil ou ailleurs, me semble-t-il, parce que le mandat municipal est le mandat, me semble-t-il, le plus riche qui soit, puisqu'il n'y ait pas un aspect de la vie quotidienne des populations dont nous avons la charge qui ne puisse pas être irrigué ou touché ou influencé par une décision prise par la municipalité. Quand vous êtes aux cérémonies patriotiques, vous pouvez lire le discours du ministre des anciens combattants, et on le fait. Vous pouvez aussi, quand vous êtes le 11 novembre, rappeler les efforts de paix de Benoît XV, etc. Donc vous avez une occasion de redire des choses qui sont occultées. Donc toutes les cérémonies patriotiques sont l'occasion de rappeler des faits qui sont occultés par l'histoire officielle, si on peut prendre cette expression-là. La culture. Deux solutions. Vous achetez des productions extérieures d'artistes de qualité, c'est une chose. Vous décidez vous-même d'avoir un sans-lumière qui permet à la totalité d'une population de se réapproprier son histoire. Ça part du néolithique aussi chez nous, tant mieux, avec un certain nombre de personnages célèbres qui sont venus à un moment ou à un autre dans notre ville, tout au long de l'histoire de France. Et ça permet, je dirais, à ceux à qui on n'a plus enseigné l'histoire, parce qu'elle n'est pas enseignée à l'école, ou parce que, je dirais, le pays d'où ils viennent, eh bien, ce n'est pas l'histoire française qui les concerne directement, de se réapproprier cette réalité dont on voit encore des traces, dont on essaye de les exhumer, de les mettre en valeur pour ponctuer dans l'espace public ces repères historiques à travers, donc, notamment un son-lumière. Et lorsqu'il faut réconcilier la ville après les émeutes de 2005, une ville fracassée en interne et fracassée à l'externe en termes d'image, c'est à travers un défilé de mode. Défilé de mode, c'est la représentation du corps en public. Donc du string et la burqa, il y a un degré de nuance. Bien. Vous trouvez le bon curseur pour que toutes les communautés présentes acceptent de participer à ce défilé de mode. Et comment fait-on, et je reprends la question de tout à l'heure, souvent dans mes discours, je dis de la connaissance vient la reconnaissance, et la reconnaissance dans les deux sens du terme. Je te reconnais une histoire, une identité, une réalité qui m'est sans doute étrangère, et puis ensuite je te suis reconnaissant de ce que tu m'apportes par les différences. Et ce défilé de mode, il se fait en deux temps. Premier temps, chacun défile dans ses habits traditionnels, et j'appelle ça habits traditionnels. On n'est pas dans le folklore, pas le carnaval, c'est pas la kermesse. Voilà. Je me fais reconnaître dans ce que je suis. Mais ensuite, deuxième partie de ce défilé, ce sont des créations originales d'habits sur une idée donnée par la commune. Ça peut être les noms de rues du quartier difficile. Ça tombe bien, c'est rue Trio, Degas, Derain, Picasso, etc. Bon, c'est une ouverture quand même à une œuvre picturale majeure dont ils n'ont pas forcément entendu parler. Ça peut être aussi les monuments de Paris. Les monuments de Paris, il y avait le Panthéon, c'est vrai. Il y avait la Tour Eiffel, c'est vrai. Il y avait l'Opéra de Paris aussi. Il y avait Notre-Dame et le Sacré-Cœur. Voilà.
Et puis, lorsque l'on fait les 4 éléments, l'eau, le feu, l'air et je vois bien, merci, on le fait à travers le tableau de Michel-Ange, la création. Et donc on essaye de... On a dit c'est les 4 éléments, mais pour bien comprendre ces 4 éléments, relisez la Genèse. Voilà. Donc, toutes les communautés de la ville ont eu à travailler sur les 4 éléments versus Genèse. Voilà. Donc, non mais, voilà, donc, il y a, avec un peu d'astuce, dans tout ce que l'on fait, une possibilité d'aller mettre des petites graines, des petits rappels, des petites semences, des petites choses toutes simples, qui ne sont pas agressives en elles-mêmes, et donc qui sont d'autant mieux, je dirais, ingérées, voilà, et qui rentrent dans le paysage habituel, tranquillement, sereinement, et qui progressivement peuvent produire des effets. Lorsque j'ai 90 personnes par an qui apprennent la langue française, parce que je suis sur un territoire avec beaucoup de primo-arrivants, est-ce que c'est le b.a.-ba qui m'intéresse? Oui, sans doute aussi, il faut arriver à ce résultat-là. Mais est-ce qu'à travers l'apprentissage du français, on peut faire apprendre l'histoire, les us, coutumes, les mœurs, la façon de faire, les mots white, etc. Et donc, voilà. Et on sort avec des femmes, essentiellement, qui viennent à comprendre par le meilleur aspect qu'elle a notre culture, et qui sont capables de ramener cela à la maison, et non pas d'être un objet de scandale et donc de repli, mais un objet d'ouverture, y compris des maris. Et quand un mari dit à sa femme « tu commences à être dangereuse » en rigolant, voilà. Mais après, ce sont des gens que l'on arrive ensuite à emmener dans nos sorties culturelles, et voilà, et à faire du lien, et non pas à les laisser s'auto-organiser, comme je le disais tout à l'heure, sur eux-mêmes, sans aucune ouverture en direction de la culture française. Voilà. Donc il y a une multiplicité d'occasions. Je pourrais vous parler de tous les aspects éducatifs. Nous avons un contact avec les gens de leur naissance jusqu'à l'âge de 25 ans. Bien. À travers différents services, associations, etc. Comment remettre en cohérence l'ensemble des actes éducatifs que nous posons, en nous reposant, voilà, en remettant tout à plat. Voilà, donc je pourrais en parler dans le regardez, je vais en parler encore pendant 2 minutes. Xavier, la question qui se pose, c'est est-ce que quand vous êtes arrivé maire en 2002, vous aviez bien évidemment un point de vue très affirmé sur les choses, est-ce que vous vous êtes adapté? En fait, parce que face à la difficulté, est-ce que vous avez été obligé de transiger? Est-ce que vous avez été obligé de vous adapter? Est-ce que vous avez été obligé d'abandonner des points de vue? Vous m'avez dit par exemple, on s'est vu au pèlerinage Saint-Louis, vous m'avez dit c'est pas un secret que le fait d'avoir été contre le mariage homosexuel, ça n'était pas anodin dans votre ville de Montfermeil. Ce résultat électoral est brillant ailleurs. Adapter constamment, transiger, j'espère, jamais. Donc je pense qu'il doit y avoir une habileté du politique, et donc l'adaptation à des circonstances doit être constante. Est-ce pour autant qu'il faille transiger sur le fond? J'espère ne pas l'avoir fait, si je le fais, je m'en confesse. Mais... Par exemple, sur le débat sur les cantines scolaires qu'évoquait... Les cantines scolaires, j'ai trouvé ça, c'est non, c'est net, c'est vendredi, il y a du poisson, on ne l'était pas pour le reste. On a une cuisine centrale avec 2 villes, l'autre ville voulait faire différemment, c'est pas disputé, tu fais un avenant avec ton truc, tu fais ce que tu veux chez toi, je fais ce que je veux chez moi, puis terminé, on passe 5 minutes à ça, et pas 2 heures. Quoi. Voilà. Sur la question du mariage, j'ai fait 3 éditoriaux extrêmement détaillés sur les raisons pour lesquelles je me positionnais, et pendant la campagne municipale, effectivement, les seuls lieux de tractage, c'était le quartier difficile, avec un très très grand marché, et spontanément les personnes, quand bien même je peux avoir des griefs, ou plutôt la communauté musulmane peut avoir des griefs à mon encontre au regard de lieux de culte, je passe les détails, venaient m'interpeller entre, allez, 16 et 25 ans, c'était sur le mariage pour tous, c'était qu'ils n'étaient pas père de famille, père ou mère de famille, c'était sur la théorie du genre, et il y a une rupture de confiance entre ces populations-là et l'école républicaine qui est extrêmement grave. Fort heureusement, nous avons la joie d'avoir une école hors contrat qui, justement, au regard de ce qu'elle propose en principe éducatif, rassure et attire ces familles, c'est une bonne chose. Bon, voilà, je l'ai fait avec simplicité, et là aussi, ce sont des lieux de discussion, enfin j'ai des discussions extrêmement vives avec les islamistes, et la discussion tourne en l'espace de 2 minutes, passent leur temps à essayer de me convertir, des fois c'est pressant, donc il y a des discussions très très hard, et puis d'un coup les choses se radoucissent, ah mais là-dessus, monsieur le maire, respect, voilà. Bon. Et c'est peut-être grâce à ça que j'ai ce contact-là, que je peux continuer à discuter avec mes barbus, préférés, etc. Autrement, je n'aurais même plus ce contact-là, puisque je n'aurais même pas un minimum de respect. Comme ça, je ne l'ai pas créé ou inventé, je profite des événements tels que
viennent au regard de ce que j'ai pu dire ou prendre comme décision. Catholique et français toujours, patriote. Hervé, vous, comment peut-on, dans votre ville, je dis comment peut-on, dans votre ville, s'affirmer patriote, par quels moyens, par quelle méthode, en sachant que vous êtes dans une situation délicate, vous l'avez dit, vous avez cessé d'être maire, vous avez été battu une première fois, vous avez regagné cette fois-ci, et dans un climat que j'ai considéré moi comme très violent, y compris surtout de la part de vos adversaires à votre endroit, que deuxièmement vous avez gagné la ville avec 50,06% des voix, c'est-à-dire à 8 voix, avec une moitié de 61%, M. Berthollet. Je ne sais pas exactement, mais c'est peut-être 90, ou non, pas 90. Pas loin, pas loin. Donc, vous êtes placé devant cette situation où c'est difficile, où il faut reconquérir. Non, la situation n'est pas difficile du tout, parce qu'en fait, c'est les circonstances qui étaient difficiles de l'élection. Pour dire, ça n'a pas grand intérêt, mais je me suis trouvé dans une situation personnelle difficile. J'étais malade au moment de la fin de mon premier mandat, donc en 2008, et je n'ai pas été en situation de pouvoir faire la campagne qu'il fallait. Et on a perdu le 80 voix à cause de ça. Entre-temps, moi j'avais tourné la page, je m'étais intéressé à d'autres choses, je travaillais avec la fraternité, etc. Bon, bref, j'avais trouvé d'autres centres d'intérêt, et j'avais tourné la page, je me suis dit, je ne serai plus jamais candidat. Et puis on est venu me chercher il y a 6 mois en disant, écoute, si tu ne viens pas, on ne gagnera pas. Sauf qu'entre-temps, mes anciens amis avaient déjà fait une liste. Alors on a fait 2 listes. Et on a fait 56% à 2. Sauf que pour le premier tour, sauf que la campagne de premier tour avait consisté pour les 2 listes à essayer de grappiller des voix à l'autre. Et donc on s'était critiqué, quand je dis on nous avait critiqué, mais bon, peu importe. Et donc au second tour, il était difficile de dire à des gens, attendez, Luc Béret, il n'était pas bien au premier tour, mais maintenant il faut voter pour lui au second. Et donc on a eu une déperdition de voix de gens qui aujourd'hui viennent à toutes nos manifestations, etc. Et aujourd'hui, notre socle est à nouveau de 56%, dans une ville quand même qui vote à gauche depuis 1936 à près de 65%. Je ne vous fais pas le reproche. Donc pour dire que la situation n'est pas difficile du tout, ce qu'il faut simplement aujourd'hui, c'est pas un grand patriote peut-être. Si, c'est un patriote aussi. Si, tout à fait. C'est un ami de toujours. Bon voilà, les circonstances ont fait qu'à un moment donné on s'est séparés. Et aujourd'hui, du tout. Sur les valeurs essentielles, on est complètement d'accord. Alors, l'important, c'est les enjeux. Qu'est-ce qui nous réunit finalement? On est confronté, c'est une chance d'être pauvre, mais en fait c'est bien quand on est un peu riche quand même, nous on est confronté à la pauvreté. Donc, premier problème, ce qui nous unit, c'est qu'il faut chercher de l'argent. Deuxième problème, Xavier vient d'expliquer, évidemment, la situation de sa ville n'a strictement rien à voir avec la mienne, quoique, on est confronté à l'existence aussi. Il y a quand même 14 nationalités dans notre ville, et notamment dans les ensembles sociaux, et on est confronté à des phénomènes nouveaux. La génération des Algériens, par exemple, qui sont arrivés en France il y a une 50aine d'années, n'a jamais posé de problème. J'entretiens avec eux véritablement les meilleures relations. Mais aujourd'hui, il faut savoir qu'ils ne tiennent plus leurs enfants. C'est pareil dans la communauté gitane, qui chez nous aussi est relativement importante. Les parents, on pouvait toujours s'entendre avec eux. C'était donnant-donnant, mais il y avait un accord. On discutait, il y avait un accord, il était respecté. Aujourd'hui, les enfants ne les tiennent plus. Il n'y a plus d'accord possible. Et ce qui est extrêmement dangereux, c'est que des gens au niveau national et international sont en train d'instrumentaliser cette dernière génération. Et moi, je vois arriver des gens qui, dans la salle de prière de Laurent, sont des gens dangereux. Des salafistes, des gens bien solides. Et l'autre jour, il y a quelques jours, les responsables de l'association des musulmans de ma ville sont venus me voir. Ils m'ont dit, monsieur le maire, là, il y a un gars qui vient pour la prière, qui est extrêmement dangereux, il faut que vous appeliez le préfet. Et j'ai appelé le préfet devant eux, et effectivement, le type a été expulsé 3 jours après. C'est dire qu'il y a des phénomènes nouveaux dans ce pays, et lorsqu'on dit, nous, qu'est-ce qu'on doit faire quand on est patriote? C'est défendre les valeurs de la France. Considérer que quand quelqu'un vient, et là c'est un cas réel, pour les attaquer, eh bien le rôle du maire, de l'élu, et en plus il est catholique, et s'il défend et les valeurs patriotes et les valeurs catholiques, eh bien c'est de prendre les mesures nécessaires. Voilà un exemple très concret. Charles Berthollet, vous avez, fait un acte de patriotisme. Par exemple, vous êtes rendu à la manifestation Jour de colère. Tout à fait. Voilà. Donc ça, c'est un acte qui n'est pas un acte personnel, c'était le maire qui était là. Le maire était présent ce jour-là, oui. Et comment vos concitoyens acceptent cela, voient cela d'un modèle? Vous allez dire, ils ont voté aux européennes, je ne vais pas me tromper sur les chiffres, 37-58
pour le Front National, 20,13% pour l'UMP, et puis 5 ou 6% pour les listes et diverses. Ce score-là est un peu le score du département, donc de la partie, disons, campagne du département. C'est pas une exception, c'est quand même assez général sur le département. Mais donc tout le monde connaît mes idées, et nous avions, disons, dans le mandat précédent, combattu pour que les officiers d'état civil ne célèbrent pas les mariages entre personnes du même sexe, et nous avons pris la délibération que nous avait concoctée Xavier Lemoine, délibération qui avait été acceptée à une large majorité l'an dernier, pour faire valoir notre droit de conscience. Donc ceci a été diffusé, largement diffusé dans la commune et largement partagé. Est-ce que c'était symbolique dans la commune, ou ça pourrait répondre à cette idée d'un mariage de ce type dans votre commune? C'était une possibilité, ou c'est tout simplement un acte symbolique mais politique? Aujourd'hui, je ne sais pas. Vous avez eu une demande? Pour l'instant, il n'y a pas de demande, mais c'était pour faire valoir notre opposition à cette dénaturation du mariage. Donc vous avez un engagement politique dans la cité, fort. Quand on va un jour de colère, c'est... C'est un engagement, oui. Ça représente quand même largement aussi, disons, l'idée du Conseil. Aujourd'hui, on en a assez. Donc c'était une façon de montrer qu'il fallait tourner la page, changer les choses, revenir à des choses plus naturelles, et puis qu'on ne veut plus de ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que vous êtes suivi par votre conseil municipal, par vos collègues qui vous suivent ou vous font savoir que quelquefois ça peut être gênant? J'ai pas eu de remarques sur ce sujet, mais on est assez d'accord sur l'état de la France aujourd'hui et de trouver un moyen pour s'en sortir. Hervé Luc Béreil, de la même façon, est-ce que vous seriez allé à jour de colère? Je ne plus tout à fait. Et au Conseil général, donc vous n'aurez rien, vos collègues du Conseil général? Oh, ils savent que je suis un peu marginal. Je ne serais pas vraiment étonné. Je pense qu'ils l'auraient accepté très facilement. Je veux redire ce que j'ai dit tout à l'heure. L'important, c'est d'être droit dans ses bottes, c'est-à-dire d'affirmer les convictions qui sont les siennes, et de le faire avec suffisamment de fermeté pour qu'on sache que c'est important, mais suffisamment d'ouverture d'esprit pour que ça ne soit pas non plus considéré comme une agression à l'égard de ceux qui pensent différemment. Donc moi, je dis très clairement ce que je suis. Je suis patriote, j'aime la France, j'aime mon territoire, celui que j'administre, ma commune, je suis catholique, j'appartiens à la tradition. Voilà. Alors si on veut qu'on en discute, on peut en discuter, mais je demande que ce soit respecté. En échange de quoi je respecte ce qui pense tout le monde. Donc au Conseil général, au Conseil municipal ou ailleurs, tout le monde posait mes positions et donc ça n'étonne plus. Quelles sont les premières délibérations que vous avez prises qui soient différentes de celles que d'autres maires à côté de vous ont pu prendre? Les rythmes scolaires, par exemple, Xavier Lemoine, les rythmes scolaires, vous les avez mis en place. La loi, la réforme, vous l'avez mise en place, j'avais lu votre journal municipal. Sur la question des rythmes, je n'ai pas fait de résistance, mais j'ai juste profité. Alors, il y a un transfert de charge en direction des collectivités locales de la part de l'État. Ok. Et jusqu'à maintenant, le maire il a le droit de chauffer, de peindre les classes, d'avoir des cours de récréation, pour que c'est normal, mais dès lors qu'il s'intéresse à la pédagogie, c'est de l'ingérence. Soit. Là, on nous demande finalement de faire payer par les collectivités des heures supplémentaires d'école. C'est pas comme ça que c'est dit, mais ça revient à ça. Ah, ben moi je suis très heureux, mais ces heures-là m'appartiennent, puisque c'est moi qui paye. Donc d'abord, on va réorganiser les rythmes autour de l'enfant, et pas autour de ce que voudraient les professeurs, de ce que voudraient les familles, je ne leur en veux pas, par faciliter l'organisation dans une vie stressée. On remet l'enfant au cœur du débat. Je passe les détails. On travaille quand même le samedi matin, le mercredi, on a des grandes matinées, plus propices aux apprentissages, des petits après-midi, etc. Et après, on va co-construire les ateliers qui vont suivre, et voilà. Et donc, on va vraiment faire très attention à la ressource humaine qui va être utilisée, et à ce que nous allons proposer aux enfants. C'est une excellente manière pour nous de pouvoir justement apporter des choses saines, tranquillement, sereinement, sans violence, prosélytisme, etc. On va faire ça, les choses. Et puis au fur et à mesure, on s'aperçoit que autour des belles choses, du bon sens, eh bien, on agrège des personnes, quelle que soit par ailleurs la date de leur dernière confession.
Les ABCD de l'égalité, c'était en Seine-Saint-Denis? Alors, on n'a jamais su où elles étaient, puisque c'était une expérimentation disséminée. Moi, j'avais alerté l'inspection de l'académie en disant attention, vous prenez de gros risques. Et lorsque Fred Abelboul, avec sa journée de retraite de l'enfant, eh bien, on a eu des écoles où 50% des gamins n'étaient pas là. Je viens de réaccueillir une nouvelle inspecteur académique et je lui ai dit attention, vous êtes sur une rupture de la confiance entre les familles et l'école républicaine. Je ne pense pas qu'on ait besoin de cela en ce moment. Bien au contraire, je vous rends extrêmement vigilant là-dessus. Et là, il a pris des notes. Que fera-t-il? Je n'en sais rien, mais je pense que la masse de manœuvre que représente la communauté musulmane lorsqu'elle est effectivement unie, ça déménage. Je pense que l'État fera très attention. En plus, ils ont vu que les résultats électoraux, le revers électoraux qu'ils ont eu, c'était parce que la communauté musulmane, qui à 90% en gros avait voté pour François Hollande, ne s'était pas déplacée, ou pire, sur les municipales et les européennes, voire dans certaines familles, ont viré et sont allés à droite. Donc là, il y a des enjeux électoraux forts, quoi qu'ils en disent. Donc là, il y a un vrai sujet, mais je ne cesse d'alerter, et j'ai dit à mes directeurs, pas à l'ombre d'un soupçon de trucs théorie du genre dans vos ateliers ou dans ce que vous avez fait, parce que, un, je ne me cautionnerai pas, deux, je combattrai, et trois, de toute manière, vous allez vous mettre en difficulté extrême vis-à-vis des familles, c'est déjà le cas, n'allons pas aggraver la situation. Est-ce que vous confirmez qu'en Seine-Saint-Denis, c'est le cas par exemple à Bobigny, c'est le cas à Saint-Ouen, c'est le cas au Jean-Denis, ces villes sont passées à droite parce qu'elles ont bénéficié soit de l'abstention des Français d'origine musulmane qui votaient précédemment à gauche, voire même d'un vote en leur faveur. Je confirme, avec à l'intérieur deux configurations. Il y a les maires qui ont, je dirais, bénéficié de cela sans rien provoquer en échange, sans deal, et il y a éventuellement quelques élus qui pourraient avoir passé des deals qui se retrouvent, me semble-t-il, plus ou moins en otage. Voilà. C'est-à-dire passer un deal, un accord français. Henri sort de ses corps. Mais ce qui est important, c'est que cet accord, c'est que vous confirmez que certains ont fait campagne, notamment à la sortie des mosquées, voire pour certains dans les mosquées, pour obtenir ces votes. Il y a eu des entreprises de ce type. Catholique, français toujours, Hervé Duperrey. Quand on est catholique et français toujours, est-ce qu'à l'égard du monde politique, on est forcément un marginal, avec le sens non péjoratif que vous l'avez donné, car souvent c'est bien de ne pas être comme les autres. Dieu merci. Et puis, mais aussi, bien évidemment, l'aspect péjoratif que ça peut avoir, c'est que il est gentil, c'est un marginal, il est gentil. Oui, bon. Est-ce qu'on fait la politique? Est-ce que vous rejoignez l'UMP? Est-ce que vous avez un Front National? Voilà, ce sont mes questions. Moi, je suis secrétaire général adjoint du Centre national des indépendants et militants, ça me va très bien. J'ai de très beaux amis là-dedans, et puis on travaille ensemble, on fait des choses sympathiques, et ça me suffit. Je suis par contre, effectivement, apparenté donc, au groupe UMP au Conseil général, depuis peu d'ailleurs, depuis quelques jours. Moi, ce qui m'interpelle, c'est pas ça. C'est pas ce que je suis marginal, mais c'est pourquoi, dans un pays comme le Béarn, le Pays Basque, et surtout le Pays Basque, qui était un pays majoritairement catholique il y a encore 50 ou 60 ans, où il n'y avait pas une réunion politique qui ne commence pas par une messe, où tout le monde allait au catéchisme, où l'enseignement catholique était majoritaire. Le seul établissement d'enseignement agricole était à l'époque catholique. Comment, 50 ans après, tout ça s'est évité, et comment celui qui dit qu'il est catholique, encore une fois, sans agressivité, mais avec la fermeté de ton de celui qui croit dans ses convictions, pourquoi celui-là apparaît comme quelqu'un, entre guillemets, marginal? Et c'est ça qui m'interpelle. C'est comment on a perdu autant de temps, comment on a perdu autant de terrain, comment on a fait pour qu'aujourd'hui, c'est pas tendance d'être cadeau dans un territoire qui est pourtant depuis un siècle. Et ça, c'est une vraie question. Et lorsque Civitas, je m'en entretenais avec Alex Cada tout à l'heure, nous dit qu'il souhaite que petit à petit, on reprenne position dans l'ensemble du corps social, dans les associations, dans les entreprises, pourquoi pas dans les mairies ou chez les élus, etc. Je crois que c'est vraiment le travail qui nous attend, qui est un travail de fond, parce que c'est pas normal qu'alors que partout dans le monde, tout le monde va vers ses racines et se revendique
racines, pour avoir une fierté nationale, patriote, comme on dit à l'instant, en France, on méprise ça. Et ça me gêne, et je crois que véritablement, les partis politiques devraient se poser, ceux de droite en tout cas, devraient se poser ces questions. Jean-Pierre Tollet, est-ce que vous êtes un marginal dans le... Je ne pense pas. Donc tout le monde connaît à peu près ma position. Je suis souvent contre, au moins la majorité qui était jusqu'à maintenant. Je défends mes positions et au fil des jours et des ans, je pense que ma position, disons, n'est plus isolée. On vient me dire, bon, tu avais bien fait de défendre ça, et puis les esprits changent un petit peu, évoluent et retrouvent le bon sens. Hervé explique qu'il était au CIP, petit parti, petite formation. Non, mais c'est avec moi. Est-ce que vous avez fait le choix, et puis des alliances au Conseil général, parce que je pense que c'est aussi nécessaire pour exister, pour faire avancer ces dossiers. Mais bon, je pense que c'est ça l'esprit. Est-ce que vous êtes placé aussi dans cette situation-là, quand vous avez une communauté de maires, quand vous avez vos réunions des maires du département, autour du préfet, est-ce que vous avez eu besoin de vous engager dans une formation politique pour donner plus de poids à votre parole? C'est-à-dire qu'il faut trouver une formation politique qui représente cette idée. C'est déjà la chose la plus difficile. Vous l'avez trouvé. Donc aujourd'hui, moi, je ne l'ai pas trouvé. Donc j'adhère à aucun parti. Donc il y en a avec lequel je suis plus près que d'autres, bien sûr. Mais je reste toujours indépendant et puis défends la position que me donne le bon sens. Xavier Lemoine, vous avez fait la même démarche est-ce que vous avez trouvé une formation politique, les partis chrétiens-démocrates, dans lequel vous êtes vice-président, qui est aussi, c'est pas vous faire un jour, un petit parti, dans lequel vous pouvez garder un peu cet esprit d'indépendance, on parlait de Jean-Pierre Tollet, mais vous n'êtes pas dans une grande formation politique. Alors, sur la question des partis politiques, d'abord, toute personne qui se poserait la question de savoir s'il convient ou pas d'adhérer à un parti politique, je vous recommande la lecture de la note pour la suppression générale des partis politiques de Simone Veil, écrite en chemin 40. Tout est dedans. Donc si des partis politiques apparaissent comme un mal éventuellement nécessaire, vous êtes prémunis de toutes les dérives auxquelles l'appartenance à un parti politique peut vous aider. Une fois que vous êtes vacciné de cette manière-là, vous pouvez éventuellement faire le pas vers un parti politique si vous pensez que c'est nécessaire. Premier point. Deuxième point, quand il s'agit d'aller soutenir Robert Ménard à Béziers, j'y vais. Lorsqu'il faut travailler avec Paul-Marie Couteau, j'y vais. Et s'il faut aller à l'Université populaire de la République communiste de Saint-Ouen, eh bien, j'y vais aussi. Et je dis la même chose dans les deux cas. Et donc ça ne me dérange pas. Et donc j'appartiens. J'ai trouvé une affinité intellectuelle au sein du PCD, oui. Notre initiative récente aux européennes, qui, en termes électoraux, est connue d'avance quant à ses résultats, me semble nécessaire. Néanmoins, en termes de message politique, pour rappeler un certain nombre de priorités qui nous semblaient insuffisamment portées par ailleurs. Voilà. Mais je veux être très libre de mes fréquentations, de mes mouvements, et s'il faut m'entendre avec la ville socialiste de Vichy-sous-Bois et tout ce que l'on peut faire ensemble, le faire intelligemment ensemble, et là où on diverge, bien, plutôt se disputer, on regarde chacun nos actions de l'autre côté, lui il va regarder comment je fais, moi je regarde aussi comment il fait, et puis on s'aperçoit que 2 ou 3 ans après, finalement il y a eu des convergences, et on en profite et on avance. C'est comme ça qu'on peut aussi féconder l'action publique quand bien même on parle de situations politiques opposées ou distinctes. Voilà. Par ailleurs, pour continuer sur le débat, je dis souvent à mes équipes, soyez irréprochables sur la forme pour être fort sur le fond. Voilà. Et donc là, je suis des fois atterré de l'amateurisme dans la forme et qui dessert le fond. Alors, je ne suis pas exempt très certainement de reproches, en tout cas, j'essaye, à titre personnel, et je suis impopulaire également des collaborateurs, en leur disant, nous avons des positions, qui ne sont pas forcément des positions partagées, raison de plus pour être inattaquable sur la forme, pour être fort sur le fond. Et tous les débats que je peux avoir, quand j'ai été débriefé en 2005, après les émeutes, par l'intérieur, Matignon et l'Élysée, à haut niveau, je suis venu avec un seul document. C'est la lettre de Charles de Foucault, la réponse de Charles de Foucault à René Bazin, le 9 juillet 1916. René Bazin posait la question à Charles de Foucault, les musulmans peuvent être français, Charles de Foucault met 3 pages pour répondre. Ce document-là, je l'ai distribué à des dizaines et des dizaines d'exemplaires, à tous les préfets, tous les commissaires, dans les cabinets ministériels, etc. En leur disant, tout y est, le reste c'est la littérature. Mais si je n'avais pas, c'est la réflexion que j'ai, d'avoir été relativement exemplaire dans les actions municipales
que j'ai pu mener sur l'architecture, le renouvellement urbain, le ceci, le cela, etc., je n'aurais pas été un minimum crédible, ou en tout cas lu sur des documents qui ne sont pas les miens, mais que je crois être fondamentaux par rapport aux problématiques de notre pays. Donc, on doit être bon, d'abord, dans ces missions, voilà, on doit être bon pour ramasser les poubelles. Voilà, déjà pour commencer là, crédible sur les petites choses, crédible sur les grandes choses. Et après, derrière, on peut progressivement, simplement, parce qu'on est crédible. Voilà, ça c'est juste de faire. Alors, c'est un propos peut-être hors sujet, mais qui n'est pas tellement me semble-t-il étranger à l'engagement des catholiques en politique et des précautions, des prérequis qui me semblent importants de. Hervé, vous vouliez rajouter quelque chose? Je pose une dernière question. Je voulais juste dire qu'il ne faudrait pas que l'auditoire croie, en écoutant les questions qui viennent d'être posées, que l'appartenance à un parti politique soit l'essentiel de la vie d'un élu, et notamment des élus ruraux, que nous sommes au moins nous tous les deux, peut-être un petit peu différents dans les grandes villes, même certainement, où le débat est naturellement plus politique. Mais chez nous, politiciens, mais chez nous, c'est pas le cas. Moi, ma liste de mon conseil municipal, en tout cas les 25 qui sont dans ma majorité, ça appartient à toute sorte de mouvance politique, de philosophie politique, parfois même à des partis politiques divergents, et sont unis simplement dans le projet qu'on porte pour notre vie. Donc on ne vit pas au quotidien avec un combat politicien, par contre on vit au quotidien avec un combat politique, au sens de gestion de la cité, parce que c'est ça qui est important pour nous. Je voulais le dire aussi, parce que je crois qu'il n'y aurait rien de pire que de politiser l'ensemble des actions ou des positions que les uns ou les autres peuvent prendre. Il est important que de temps en temps, on se unisse sur l'essentiel. Voilà. Et dans un conseil municipal, c'est quand même, en tout cas au milieu rural, ce qu'on fait le plus généralement. Regardez, Nico, je vais quand même vous poser une question très politique. Catholiques et patriotes, il y a des maires qui ont été élus au mois de mars et qui font profession d'être plutôt moins patriotes. Catholiques, c'est peut-être moins évident pour certains d'entre eux qui ne le professent pas. Professent pas en public comme vous. Ce sont les maires qui ont été élus avec le Front National ou avec la Ligue du Sud de Jacques Bompard, 9 maires pour le Front National, 3 maires pour Jacques Bompard. Quel regard portez-vous sur eux? Ils sont médiatiques, donc vous avez pu voir ce qu'ils faisaient ou pas. Quel regard portez-vous? Un regard indifférent, un regard intéressé? Est-ce que vous avez des idées? Moi, je porte un regard intéressé parce que, par principe, j'aime bien savoir ce que font les collègues maires un petit peu partout, des initiatives originales, intelligentes, il y en a de tous les côtés, du Parti communiste, comme disait Xavier, jusqu'au Front National, il n'y a pas de raison qu'on soit plus imbécile d'un côté que de l'autre. Pour autant, il y a quand même un certain nombre de valeurs sur lesquelles, moi, je ne suis pas forcément d'accord. Et donc, mais j'en sais rien, on ne peut pas en discuter comme ça, parce que, bon, d'abord, si on parle de Béziers, par exemple, le maire lui-même ne se revendique pas du Front National. Donc les actions qu'il mène, faut-il les imputer à ce parti? Moi, je n'en sais rien. Moi, je suis d'un département qui est beaucoup plus modéré et dans lequel on mène un combat entre la droite et la gauche au sens large. Ça, c'est vrai. Surtout au Lormont, avec 40%, encore une fois, de républicains espagnols communistes. Mais Mélenchon fait 20% des voix dans la ville. C'est vrai qu'on ne va pas dans le détail des partis politiques. Je n'ai pas été regardé, M. Besancenot, qu'est-ce qu'il fait de son côté au NPA. Le Front National, on n'a aucun élu Front National. Nous, on n'en connaît pas. Donc ça nous est un peu étranger pour notre Front. Et d'ailleurs, je suis étonné parce que quand je regarde la carte électorale, je m'aperçois que si aux européennes, assez largement, on trouve une couverture nationale, au moment des municipales, on voit bien qu'il y a des bastions. Il doit y avoir des raisons. Mais moi, ça m'est un peu éloigné. Alors, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Charles Berthollet, de la même façon, vous regardez ces maires, je pense que les Français, mais pas seulement, ceux qui se revendiquent ouvertement patriotes, je pense à Jacques Bompard, avec Claude Bompard, qui pourrait être ici à comme Robert Ménard, voilà, donc il pourrait être ici avec nous à nos côtés. Quel est le regard que vous portez sur leur action, sur voilà. Je pense que leur action, notamment, je pense au reportage, je ne connais pas très bien les gens du sud de la France, hein, c'est un peu éloigné de notre petite campagne, mais j'avais... La France est grande. La France est grande, mais j'avais admiré, disons, la restauration de cette collégiale ou cette cathédrale qu'a fait Madame Bompard dans sa mairie, à Bolène. Donc je pense qu'elle a vraiment montré
par cette action-là, son engagement de catholique aussi dans sa vie. Xavier Lemoine, même question, même punition. Non, ce n'est pas une punition. Alors, je ne voudrais pas rentrer sur le débat vis-à-vis du Front National. Ce qu'a été Jean-Marie Le Pen, ou ce qu'il a voulu incarner, et ce que incarne ou veut incarner Marine Le Pen, à mon avis, il y a débat. Donc, je referme la parenthèse. Néanmoins, il y a des hommes et des femmes qui ont été élus avec l'aide ou sous l'étiquette du Front National. Bien évidemment, je regarde de très près ceux qui le font, puisqu'il y a une espèce de loupe médiatique qui sont sur eux, et que le premier faux pas sera très durement sanctionné médiatiquement, politiquement et juridiquement, et qu'au regard des valeurs qu'ils veulent incarner, eh bien, les enjeux sont quand même importants. Et donc, quand je vais à Béziers soutenir Robert Ménard, c'est pas dire voter c'est le meilleur, c'est témoigner ce que j'ai tenté de faire sur ma commune avec donc 13 ans d'expérience de maire, et essayer de faire en sorte qu'il puisse s'en inspirer et éviter quelques faux pas ou quelques raisonnements hâtifs du style on va couper toutes les subventions d'associations de gauche qui sont dans les quartiers. D'accord, lorsque vous nous trouverez des militants de droite qui vont passer leur temps dans les quartiers et apporter la bonne parole, les barbus oui, mais les gens de droite non. Donc à un moment donné, eh bien, regardez ce que font ces associations. Quelle est votre ligne jaune à vous politiquement au regard du programme sur lequel vous avez été conduit? Ce sont des gens qui sont peut-être de gauche plus par générosité que par doctrine. Et puis voilà, et progressivement, vous pouvez peut-être les faire collaborer à votre projet et non pas créer un vide qui sera immédiatement rempli par des gens qui ne vous laisseront pas la place d'aller pour des trucs comme ça, et j'en ai plein d'autres. Donc voilà, c'est plutôt sous cette forme-là que j'essaie d'apporter mon soutien. Je travaille, Jacques Bompard, qui forme ces élus, organise les universités, il m'a demandé d'y participer. Je porte également ce témoignage, quand bien même Jacques, sur sa ville, a une toute autre manière de procéder que la mienne. Et puis, au bout de deux tables rondes communes dans deux endroits différents, il vient me dire tiens, ça m'intéresse ce que tu fais, c'est pas du tout ce que je fais, mais peut-être, voilà. Bon, donc il y a des positions qui peuvent évoluer, et moi aussi, j'apprends tous les jours. Donc, effectivement, je suis très très vigilant sur ce que font ces maires. J'étais avec l'un d'entre eux la semaine dernière à Rome, avec un de nos évêques assez en pointe sur certains sujets, et c'était très bien de pouvoir se rencontrer dans un autre cadre, au-delà des barrières éventuellement politiques. En tout cas, moi je me vois. Ma dernière question, et là je reviens à catholique d'abord, c'est la décision qu'avait prise Marie-Claude Bompard, qui est maire de Pollen dans le Vaucluse, de mettre sa ville sous la protection du cœur sacré de Jésus. C'est un choix qu'elle avait fait, en conscience bien sûr, et donc ce que je vous pose comme question, c'est ma dernière question, c'est est-ce que vous pourriez faire la même chose? Est-ce qu'il y a un saint avec lequel vous avez demandé l'intercession de façon à protéger votre ville? Est-ce que cette démarche-là, c'est quelque chose qui peut exister à Rouvray, qui existe peut-être déjà à Oloron, ou à Montfermeil? À Rouvray, près de Chalais. Donc à Rouvray, notre saint patron, c'est Saint-Georges. Donc aujourd'hui, pour qu'il y ait cette démarche-là, il faudrait que l'ensemble du Conseil ou la majorité du Conseil soit catholique et approuve cette démarche publique. Il faut au moins cette majorité-là qui n'existe pas aujourd'hui. Donc c'est pas envisageable de faire cette démarche publiquement aujourd'hui. Hervé Dubéret. Alors notre saint patron s'appelle Saint Gratte. Il est largement oublié. C'est un évêque d'Oloron-Sainte-Marie, enfin d'Oloron, qui a signé le concile d'Agde en 506. On connaît plus Supervielle que lui. Voilà, on connaît plus Supervielle que lui aujourd'hui, encore que Supervielle. On l'oublie un peu aussi. Même remarque que mon confrère, je n'aurai pas une majorité pour voter ça en conseil municipal, ça c'est certain. Par contre, nous sommes en train d'essayer de remettre en vigueur les processions qui se faisaient autrefois pour les célébrations de Saint-Gras au mois d'octobre. Et là, le conseil municipal adhère assez facilement à ce souhait. Voilà. Donc ça chemine petit à petit. Et le saint qui quitte votre vie à vous? Moi j'aime beaucoup le Saint-Curé d'Ars. Voilà. Pour sa simplicité et parce que c'est un idéal de prêtre, et j'aime beaucoup. Pierre Bernard, mon prédécesseur, avait consacré la ville de Montfermeil au Sacré-Cœur. Pour des raisons locales, le clergé ne s'y était pas directement associé. Les élus qui avaient voulu le suivre l'avaient fait. Je continue chaque année à
reconsacré la ville de Sacré-Cœur, plus sur une cérémonie privée que sur une cérémonie publique. Voilà, pour ce qui est de Sacré-Cœur. Par ailleurs, lors de mon dernier banquet avec les anciens de la ville, après avoir détaillé un petit peu l'état euphorique dans lequel se trouvait notre pays, j'ai très simplement demandé quelques difficultés que je peux avoir sur ma ville actuellement, tout simplement demander la prière de mes concitoyens qui croyaient au ciel, ceux qui n'y croyaient pas, d'autres manières éventuellement de se rendre utile auprès de leur maire, et l'action municipale, je l'avais confiée à un certain nombre de communautés religieuses ou de personnes, de priants. Et donc là, je suis très attentif à cette prière des communautés religieuses que nous avons sur notre ville, où je sollicite à l'extérieur. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous. Et je redonne la parole à Anne. Cette première partie de la journée se termine et je voudrais vraiment remercier au nom de tout le public les trois maires qui ont accepté cet exercice de passer devant les fourches codines de Martial. C'était en tout cas extrêmement, je pense, intéressant à la fois pour ceux qui, parmi nous, sont ici pour l'instant des conseillers municipaux, et qui sont à leur début dans cet exercice et qui peuvent ambitionner prochainement, nous l'espérons, à leur tour de gravir les échelons et d'occuper un jour les postes de maire. D'autre part aussi, je pense que c'est un encouragement à l'engagement de chacun. Il y a ici des gens qui ont été candidats sans avoir été élus, il y a aussi des gens qui pourraient songer à devenir candidat aux prochaines élections municipales. Voyez qu'il est possible d'agir concrètement pour le bien commun à travers un engagement municipal. C'était un message d'espoir que nous ont transmis ces trois maires dans leur exercice. Et merci à eux, vraiment. Et nous espérons aussi que dans les prochains temps, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, nous pourrons confirmer la mise en place de réseaux d'assistance aux élus pour leur permettre davantage œuvrer ensemble à travers leurs différentes municipalités pour mettre en collaboration leurs expériences mutuelles. Merci et aussi à Martial Ville, parce que nous ne manquons jamais une occasion de rappeler que les médias alternatifs sont la seule voie de s'informer acceptable pour nous. Nous sommes dans une phase de grande manipulation médiatique. Nous en sommes, je pense, ici tous conscients. Et quand des médias alternatifs font leur apparition, eh bien, il est de notre devoir à tous de les soutenir. Et Martial Ville, à travers TV Liberté et aussi Radio Courtoisie, fait un travail remarquable en ce sens, et je l'en remercie également.